Bonjour, c'est Mathieu de BCAP. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vulgariser en français le rapport que j'ai sorti en fin de semaine. Donc, c'est le rapport de la mi-mai 2020. Et je vais focuser sur les graphiques, disons, qui parlent le plus et quels sont donc les faits saillants de ce rapport que j'ai sorti il y a quelques jours à peine. En entrée de jeu, je mentionne qu'il y a beaucoup des pointeurs de marché à travers plusieurs classes d'actifs qui sont pas mal au statu quo versus la fin avril. Ce qui fait en sorte d'ailleurs que la volatilité, celle qui est observée, celle qui est pricée dans les marchés, a passablement diminué, autant pour les actions ordinaires que pour le revenu fixe. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties du point de vue économique, évidemment très négatif. Comme je mentionne ici, pas plus tard que la semaine passée, on a eu une perte d'emplois historique pour le mois d'avril aux États-Unis, plus de 20 millions d'emplois dans le seul mois. Cette journée même-là, la bourse, telle que mesurée par le S&P 500, gagnait par contre plus de 1,5%. Par contre, c'était une perte légèrement, donc la perte d'emploi légèrement plus faible qu'attendu. Et en finance, ce concept-là, donc de la surprise, qu'elle soit positive ou négative, est très importante, à savoir où il y a des anticipations qui sont formées. Et au fur et à mesure que les données actuelles sortent, c'est donc de les comparer vis-à-vis qu'est-ce qui a été anticipé et puis quelle fut la réaction sur les classes d'actifs risqués à ce moment-là, lorsqu'on a formé nos opinions. Il y a d'autres points importants que je mentionne, mais notamment que le statu quo est pratiquement impossible à préserver pour tous les paliers de gouvernement ou d'un point de vue corporatif ou même des particuliers slash des ménages. Le coût économique à maintenir ce confinement est absolument astronomique. Donc il y a une nécessité que je qualifie d'économique. Elle est peut-être le risque est plus acceptable pour plusieurs pays européens, lesquels sont en contraction soutenue là, du nombre de cas actifs de COVID depuis plus d'un mois. Je pense par exemple à l'Allemagne, une baisse de plus de 50%, et d'autres points chauds comme l'Espagne par exemple. L'Italie ont également suivi dans cette même direction-là. Évidemment, rappeler que c'est une crise de la santé. L'ennemi est ciblé et qu'il y a dans tout ça quand même de l'espoir que finalement, en tant que société, que l'humanité, on puisse rassembler nos forces ensemble et puis combattre finalement ce virus-là. Et d'ailleurs, lundi, les bourses prenaient des gains très, très appréciables là, du côté américain. Pas du côté canadien parce que c'était férié, mais du côté américain, on avait des gains de 4% par exemple du côté du Dow Jones. Ici, je montre par exemple la différence entre le S&P 500 où les poids sont égaux entre les membres et le S&P 500 Market Weight. Mais c'était la plus grande différence. Donc, surperformance relative de l'indice où les poids sont égaux depuis 2009. Et ça, c'est encourageant parce que ça veut dire qu'il y a une participation plus large des membres. Et on va le voir plus tard dans le rapport. Mais quelque chose qui est très marquant en 2020, c'est la surperformance des mégacaps. Un graphique ici que je trouve particulièrement intéressant, c'est la performance du MSCI World versus un indice qui mesure finalement l'incertitude économique. Comme on voit sur les 20 dernières années, la ligne verte ici qui représente donc la classe d'actifs des actions, va spécialement bien, là, si on peut dire, depuis le creux de 2009, un rallye, alors que finalement, l'incertitude ici sur un axe inversé, c'est la ligne rouge, fait des nouveaux sommets, donc des nouveaux creux sur un axe inversé.
C'est sûr que depuis la mise au pouvoir de Trump, cette trend-là, c'est certainement accéléré, mais il y a une dichotomie ici qu'on peut observer. Si on passe rapidement au contenu du rapport, ben, je le sépare entre les trends, ces tendances qui vont bien. Par exemple, plusieurs commodités énergétiques, les taux d'intérêt, la domination des facteurs, des types de croissance, les indicateurs de volatilité qui continuent de se contracter, l'or, et depuis quelques jours à peine, l'argent qui a vraiment fait un rebond très important, et les crypto-monnaies. Quelles sont ces plus récentes, disons, progressions qui semblent avoir pesé là, sur la pédale de frein? Ben, il y avait eu une belle embellie du côté des spreads, des titres de dette corporative. Il y a un certain ralentissement ici. Les estimés des dividendes, donc corporatifs pour les années à venir, qui étaient sur une belle reprise ici aussi, ça semble avoir stallé, si on peut dire. Où est peut-être là, où sont ces tendances qui continuent de se détériorer? Ben, les estimés de profit par action. Ici, je souligne entre autres le secteur de la consommation discrétionnaire au sein du S&P 500. Là, sur plusieurs niveaux, il y a des lacunes. Tout ce qui est crédit corporatif aux États-Unis, ben, il y a énormément de sociétés qui voient leur dette dénotée. Ensuite, tout ce qui est évaluation boursière, ben, on a des bourses qui continuent relativement de bien faire alors que les multiples, eux autres, sont ramenés à la baisse. Alors, c'est sûr qu'un divisé par l'autre, ça fait des multiples qui continuent de pousser à la hausse. Ensuite, j'ai une conclusion que je vais partager avec vous plus tard et certains tableaux qui sont d'intérêt, qui couvrent donc les reçus, en tout cas, en anglais on appelle ça des warrants, c'est un peu comme des options d'achat émis, en tout cas avec à échéance des maturités plus longues. Donc je les montre pour le secteur canadien, pour le secteur américain. Et je regarde aussi une autre classe d'actifs, les débentures convertibles du côté canadien et américain. Et est-ce qu'il y en a certains qui peuvent être d'intérêt? Alors, si vous êtes intéressé à recevoir le rapport dans son intégralité, écrivez-moi mboutillier@b-cap.ca. Le premier graphique, pardon, absolument fascinant. Donc, ça part en base 100 en début d'année. C'est donc les top 5 plus grandes capitalisations boursières du S&P 500 versus les 495 autres. Donc, on a plus 9 pour le top 5 et moins 16 pour tout le restant du groupe. Et pourquoi c'est d'intérêt? Parce que la proportion que représentent les top 5 est historique. Donc, c'est 21%. Et donc, il faut mettre en perspective de quoi qu'on parle quand on parle du S&P 500. Ben, c'est devenu un animal en soi qui, pour ces raisons-là, ne peut pas bien représenter la classe d'actifs dans son ensemble. Ici, pour mieux illustrer vraiment la performance donc, des stocks en général, il y a un indice intéressant qui est calculé par Value Line, qui, autrement dit, à tous les jours, revient en équipondéré, donc une pièce dans chaque compagnie. Et c'est 1700 entreprises. Et ce qu'on voit, c'est que dans le récent creux, on est pratiquement revenu au creux de 1987. Au niveau actuel, on est près du niveau de 1997. Donc, ça laisse à croire qu'il y a énormément de sociétés qui sont revenues à des niveaux où est-ce qu'elles étaient il y a plus de 20 ans. À mon point précédent, les commodités
Du côté énergétique, alors plus spécialement ici, je pense au baril de pétrole et encore plus spécialement au baril WTI. Donc la ligne bleue ici démontre, démontre le devant de la courbe. Et puis les deux autres lignes, finalement, c'est les 2 mois subséquents. Et encore une fois, historique au mois d'avril, le contrat à terme pour le mois de mai est allé en territoire négatif jusqu'à moins 40 $. Ce qui s'était jamais vu, tout simplement, de trader en territoire négatif. Subséquemment, il y a eu une très belle reprise et cette reprise a même continué plus tôt cette semaine. Et au moment où on se parle, le premier mois qui transige en termes de contrat à terme pour un baril de pétrole de type WTI est à 32 $ au moment où on se parle. Et pour les mois subséquents, ben, c'est quelques dollars de plus. Alors, un signal très encourageant de ce côté-là. Du côté canadien, ben, le spread, donc le différentiel entre le baril canadien et le WTI est à un creux très bas et à son niveau le plus serré là, des 10 dernières années. On parle de moins de 5 $ alors que historiquement, on serait peut-être entre 15 et 20 $. Ensuite, s'il y a une commodité dans l'énergie qui permettait là, à plusieurs observateurs là, d'être optimistes, c'était le gaz naturel. Il y avait eu une belle reprise au mois d'avril, même sortir à la hausse, sortir la tête de son corridor baissier, mais ça a duré finalement que très peu de temps. Et dans les jours subséquents, ben, c'est revenu à la baisse de manière assez prononcée à l'intérieur de son channel baissier. Ensuite, la performance relative du secteur énergétique, donc totalement désastreux 2019, en ce début d'année encore pire. Donc non seulement en absolu tout baissait, mais le secteur énergétique, ici c'est la ligne blanche baissière, mais en performance relative c'était désastreux. Ce qu'on voit plus récemment, c'est une reprise à savoir où du moins le secteur énergétique performe en ligne avec le S&P 500 et notamment dans la séance de lundi ben, où le pétrole était très fort, ben, la performance de l'énergie a même été très favorable. Ensuite, au niveau des taux d'intérêt, ben, c'est pas tant qu'on a une reprise très forte sur la majorité là, des maturités, mais déjà de les voir se stabiliser, c'est encourageant après une chute précipitée vers la fin février et début mars. Celle qui peut-être démontre là, une reprise un petit peu plus soutenue, ce serait peut-être les maturités les plus longues, notamment de 30 ans, c'est la ligne rouge ici. On peut aussi faire peut-être un parallèle là, avec une certaine difficulté du côté de la Fed pour contrôler ces échéances qui sont les plus longues. Elle a certainement plus de contrôle sur le devant de la courbe et possiblement via certaines mesures pourrait même avoir une influence sur, disons, une maturité 10 ans, le 30 ans, c'est plus complexe. En termes de forecast d'inflation, on a une reprise soutenue. Ici, je montre un graphique sur vraiment le long terme. Là, je retourne jusqu'à 2007. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le marché, les estimés d'inflation ont été complètement démolis plus tôt cette année. Et même si l'inflation, dans les faits, va être négative pour l'année en cours, et d'ailleurs l'estimé est encore négatif, il est à 1,3, mais arrive de négatif 2%. Donc, progressivement, il y a c'est un ressort qui est en train de revenir. Encore une fois, faire la différence entre les actuels, les forecasts. Dans l'immédiat, toutes les raisons sont là pour penser que l'inflation 2020, voire même 2021, va être négative, possiblement de
2%, ce qui serait donc un écart versus le trend absolument très impressionnant. Pour les années, disons, plus 3, plus 4, ben c'est là finalement où ça peut devenir intéressant, notamment en termes de taux d'intérêt. Je pense ici par exemple à la courbe du 30 ans, qui davantage va prendre en compte des forecasts d'inflation beaucoup plus loin que ceux 2020 et 2021. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est les taux réels, donc c'est le nominal moins le forecast d'inflation. Pour la partie courte de la courbe, les taux sont au plancher, mais on soustrait un taux négatif. Et donc, ça nous ramène en territoire positif. Ce qui faisait dire d'ailleurs à beaucoup d'observateurs que c'est un environnement négatif. C'est vrai que c'est négatif, mais la majorité des entreprises vont se financer sur des horizons plus long terme, notamment 5-10 ans. Et ce sont les courbes qu'on voit ici qui sont relativement basses, où finalement les marqueurs sont négatifs. Les taux nominaux sont encore très bas et on a des taux d'inflation qui sont bas, certes, mais un petit peu plus élevés quand même que les taux nominaux, ce qui fait en sorte que sur ces horizons-là, 5 et 10 ans, on est même en territoire négatif. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Et ça c'est quand même positif pour les emprunteurs, donc pour les titres d'action. Certainement pas favorable pour ce qui est de l'épargne, je précise. La domination du facteur croissance est totale et absolue depuis plusieurs années, voire trimestres, et elle se maintient en ce début d'année 2020. Ici, je montre, par exemple, le segment croissance, c'est la ligne bleue plus foncée versus le segment davantage value du S&P 500. Donc, c'est deux réalités complètement différentes. À l'intérieur de ces segments-là, il y en a qui parlent plus que d'autres, notamment tout ce qui est logiciel est en hausse de plus de 5% depuis le début de l'année. À l'autre extrémité du spectre, on peut retrouver les banques qui sont en baisse de 45% depuis le début de l'année. Alors ça, c'est vraiment marquant. Autre trend qui demeure favorable, comme j'ai mentionné dans le début d'entrée, c'est donc la volatilité implicite, là, celle qui est pricée dans les options, celle qui transige à la bourse, qui continue de finalement reculer, peut paraître encore élevée, toutefois. Au moment où on se parle, elle est à peu près là, à la ligne du 30, mais on arrive de niveaux historiques. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était dans la grande récession 2008-2009. Donc la tendance en est une de repli en ce moment. Et ici, ce que je montre, c'est dans finalement les derniers mois. Ici, je montre donc en chandelle le repli récent. C'est quand même assez textbook dans le sens où il y a eu un premier support à la moyenne mobile 50 jours, suivi de la 100 jours, suivi de la 200 jours. Et là, au moment où on se parle, on a même, avec les deux dernières séances, là, celle de lundi et celle d'aujourd'hui, mardi, même, on est revenu un peu en dessous de la 200 jours. L'or vraiment performe excessivement bien, donc je l'inclus certainement dans ces tendances qui continuent d'être extrêmement favorables. La cote de fermeture de ce mardi 20 mai est de pratiquement 1750. Comme on peut voir, l'or semble corréler beaucoup plus là, dans l'histoire récente avec
avec la ligne bleue qui sont en fait les taux réels. Ici, je montre les taux réels 10 ans qui sont, comme j'ai mentionné précédemment, négatifs, ce qui est extrêmement favorable pour l'or. L'or qui est une commodité qui a quand même un coût d'opportunité qui est mieux exprimé, peut-être en justement là, si les taux d'intérêt sont très élevés, ben ça c'est ton coût d'opportunité de ne pas mettre ce montant-là dans des titres d'épargne. Par contre, c'est une catégorie d'actifs qu'on dit réels qui permet de protéger contre l'inflation. Donc en vérité, ton coût d'opportunité devrait diminuer de cette inflation-là. Historiquement, l'or a eu une bonne corrélation avec le dollar US, à savoir où quand le dollar US diminue, l'or s'en voit privilégié, mais c'est pas le cas présentement, à savoir où le dollar US va relativement bien, mais l'or va tout aussi bien. Donc le dollar US ici est sur un axe inversé. C'est la ligne rouge. Ici, un autre trend qui est dans un setup absolument très haussier, ben c'est le bilan de la Fed, donc la Banque centrale du côté américain. Autant à niveau absolu, ici je le montre sur un axe logarithmique, donc il y a même une accélération. Et je le montre aussi avec la ligne rouge en pourcentage du GDP, une reprise absolument phénoménale, et ce n'est pas terminé, ça va continuer d'augmenter. Donc, on est passé récemment de 4 000 milliards à plus de 6,7 000 milliards. Donc, ce sont des billions en français. Et le pourcentage est passé de un peu moins de 20 à plus de 30 en pourcentage du GDP américain. Ensuite, le money supply, la devise, donc exprimée par M2, c'est ma ligne verte ici, qui a un regain très très prononcé et beaucoup plus accéléré que le GDP. Et donc le ratio entre les deux là, vient de prendre un sacré coup. Donc si on peut prétendre que la monnaie est backée par une certaine activité économique, bien certainement, présentement, il y a plus de monnaie, disons, que de création d'activité économique, ce qui fait que le ratio n'est pas nécessairement favorable pour les monnaies, pour les devises qu'on appelle fiat, ce qui sous-tend d'ailleurs l'or, dont j'ai déjà abordé plus haut, mais l'or en termes réels, c'est ce que je montre dans le panneau ici du bas, est loin de faire des nouveaux sommets, est encore 20% plus bas que son sommet de 1980. Et les crypto-monnaies qui ont un bon regain là, depuis finalement la fin mars, sans doute aussi expliqué par le halving, mais aussi par ce concept là, que je viens de mentionner, où quand tu as une explosion des banques centrales, tout ce qui est le concept de fiat currency peut perdre du prestige et, disons, tout ce qui est actif, avoir ce qu'on pourrait qualifier de devise, dont le supply, la quantité est limitée, peut être une bonne alternative. Ici, ce qui est certainement intéressant, c'est que depuis leur sommet de 2018, le Bitcoin, la ligne rose un petit peu plus claire, est 50% en dessous. Et le Ethereum, lui, est 80% en dessous. C'est la ligne mauve ici. Les courbes, disons, où on peut dénoter certains progrès qui semblent avoir stallé ou du moins avoir un peu un vent de face par les temps qui courent. Donc je parle ici des quelques dernières semaines. Les écarts corporatifs
qui avait littéralement explosé là, pendant la récente crise, a recontracté à peu près de 50%. Pour différents secteurs, si je monte 8 secteurs américains, et ce resserrement-là corrèle finalement avec les annonces de la Fed qui ont ramené des mesures historiques là, pour soutenir le marché obligataire américain, le marché des émissions entre autres. Mais littéralement, la Fed s'est déclarée prête à en acheter. Donc forcément, ça a un impact sur le niveau des prix et donc le niveau de l'écart de rendement qu'on peut espérer avoir sur des titres obligataires corpaux versus le souverain. Plus récemment, il y a eu des émissions records. D'avril, mois record, autant high yield que investment grade du côté américain. Et le mois de mai, sur la lancée actuelle, va battre ce record mensuel-là. Donc, sans surprise, là, il y a une légère expansion. Le seul qui semble être le seul secteur américain de titres corpaux qui semble continuer à s'améliorer, c'est le secteur énergétique, mais comme on peut voir ici, c'est encore le plus élevé en point de base versus tous les autres secteurs. Ensuite, les estimés de dividendes en ont pris pour leur rhume là, vraiment fin février, début mars. On parle de correction ici de 35 à 45%, dépendamment des années. La ligne blanche représente 2020. Et il y a énormément d'entreprises américaines qui ont annoncé des coupures de dividendes. Plusieurs sont de profils très respectables, plusieurs dizaines de milliards de capitalisation boursière. Si vous voulez des screens du côté canadien, américain ou asiatique, européen, envoyez-moi un courriel. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ces courbes-là sont en base 100, c'est pas en dollars. Donc on perçoit bien qu'elles sont encore beaucoup plus basses qu'en début d'année et plus basses d'à peu près 30%. Pour 2021, 22, 23, 24. 24 étant la rose ici. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Ensuite, quelques exemples marquants où est-ce qu'on peut vraiment sentir que ça va moins bien. Tout ce qui est économique, toutes les données économiques sont principalement en train de regarder derrière ou en train de regarder l'actuel. L'actuel, ça serait quand même peut-être ces quelques dernières semaines. Certaines tentent de regarder davantage par en avant. Donc, en anglais, c'est des Leading Economic Indicators, donc des séries précurseurs. Néanmoins, c'est des sondages qui ont été faits ces quelques dernières semaines, parfois auprès de particuliers, parfois auprès de décideurs d'entreprises. Et puis, autrement dit, comment vous percevez l'avenir. Plusieurs de ces sondages-là sortent en baisse très prononcée versus les données précédentes. Donc c'est pratiquement historique. La dernière fois qu'on a vu ce genre de précipice-là, c'est en 2008. Maintenant, il faut le rappeler, c'est une crise sanitaire, la santé y est pour beaucoup. Est-ce que, par exemple, une annonce comme quoi, par exemple, un vaccin aurait été trouvé, c'est sûr et certain que ça peut avoir un impact extrêmement favorable sur le sentiment de confiance envers l'avenir. Et donc, par conséquent, la propension à consommer. Ici, les estimés de profit pour les compagnies du S&P 500 pour les 12 prochains mois, c'est la ligne verte, immense contraction. Et puis, pour les 12 mois subséquents, c'est la ligne rose, donc elle y goûte également. Et comme je mentionne ici, ce serait quand même une baisse là, pour les 12 prochains mois de presque 40% pour le S&P 500 Equal Weight. Donc, ça, une façon de le voir, c'est que
le mark-to-market, il y a eu une réalisation des analystes du sell-side que les profits par action des entreprises vont être désastreux. Si ce n'était pas le cas, ben, à vrai dire, ce serait quasiment plus inquiétant parce qu'on est en position d'anticiper ce genre de désastre-là. Maintenant, c'est aussi un setup classique en ce sens où les estimés sont souvent ramenés à la baisse de manière très violente, puis ça fait un setup plus favorable en ce sens où la rue accorde beaucoup d'importance au fameux earnings beat, et donc si l'actuel peut sortir supérieur aux attentes, ben, c'est souvent perçu comme étant très favorable. Je dis ça parce que c'est classique dans le cadre d'un trimestre, d'un trimestre en cours, les estimés sont revenus à la baisse, puis au fur et à mesure où les actuels sortent, ben, progressivement, il y a des earnings beat qui sont historiquement d'à peu près 80%, donc c'est très important. Puis là, ta courbe d'estimés commence à remonter. Ici, en bas, ben, je montre ce que ça veut dire en termes de valuation, donc les price earnings. Ben, c'est sûr que si ça a vraiment explosé, plus spécialement depuis le dernier market check que j'ai fait du 20 avril, à savoir où les estimés continuent de planter. Puis le S&P 500 est relativement flat, le Equal Weight est relativement flat, donc ça fait en sorte que les estimés, les évaluations boursières basées sur les estimés ont un petit peu monté. Mais ceci dit, historiquement, en sortant d'un repli boursier très important, ce sont les évaluations boursières qui vont prendre le devant versus les estimés de profit par action d'à peu près 2 trimestres. Donc, c'est énorme. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est juste un FYI, c'est relativement cohérent, du moins d'une perspective historique. Ça, c'est ici les estimés de profit trimestriels pour le S&P 500 qui viennent de prendre une méchante claque. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les estimés trimestriels, ben, on voit une reprise relativement rapide. C'est pas impossible, mais il faut juste se le mettre dans l'esprit. Présentement, le setup est comme ça, de sorte que 2021, à toute fin pratique, serait revenu à 2019. Ensuite, ici, plus spécifiquement sur les estimés par trimestre, ben, comme j'ai mentionné, plus spécialement le trimestre Q2 de l'année en cours est slashé de manière très significative, un peu moins pour Q3, un peu moins pour Q4 de l'année. Mais ceci étant dit, ici je les montre en dollars, Q1 2021 quand même est également déjà en tout cas, il goûte déjà, comme je mentionne ici, il y a déjà des révisions négatives baissières de l'ordre de 20 à 40%, dépendamment du trimestre. Ici, je les montre pour les années. Donc, ce qui est important, c'est la ligne orange foncé, c'est 2020, l'année en cours. Donc, depuis le début de l'année, passé d'à peu près 175$ US pour le S&P 500. Le conventionnel, donc le market weight, on est rendu à peu près 125. Donc c'est très significatif. La ligne bleue 2021 et la ligne verte 2022, un peu moins, mais quand même. Une certaine baisse ici. C'est sûr que quand on regarde tout ça, forcément, on est en droit de se poser des questions, mais comme j'ai dit préalablement, dans la bourse, les grands intervenants boursiers, les investisseurs, les fonds de pension, les deep pockets vont se positionner, eux autres, avant que le sell side réagisse. Puis après ça, forcément, il y a des événements qui sont arrivés dans les quelques derniers mois qui ont changé la donne. La Fed, certainement, en est une. À savoir où
la classe, par exemple, de la dette, qui était en déroute totale au mois de mars, ben, a été sauvée, même qu'on assiste à des émissions corporatives records. Alors ça, c'est un signal qu'on ne peut pas passer sous silence. Euh, En quoi c'est positif? Ben, c'est surtout que c'est pas un immense négatif. Quand une société est plus capable de se refinancer, ben, alors assurément le dividende y goûte, mais aussi dans une perspective où il y a des lockdowns comme on a connu. Si t'es pas capable de remettre de l'argent dans les coffres, tu vas n'auras pas le choix de vendre des actifs, puis quand il n'y a plus de bid sur tes actifs, ben il n'y a plus de solution, tu dois déclarer faillite. Ce risque-là, ce scénario-là a été retiré, ce qui a permis du moins un rebond à la bourse. Et en ce moment, on est revenu dans le coin du 2900. On est encore plus bas des 3003, voire 3004, où est-ce qu'on était dans les sommets récents. Alors ça aussi, c'est une autre chose à remettre en perspective. Ça peut paraître très fort comme rebond, mais il y a encore du chemin à gagner. Comme j'ai dit aussi, parler du S&P 500, ok, c'est pratique, c'est facile, tout le monde peut s'associer à ça, mais euh, les 495 plus petites capitalisations sont en baisse marquée depuis le début de l'année. Et donc, il y a encore énormément d'opportunités pour aller chercher des stocks qui sont en baisse de plus de 40% depuis le début de l'année, à l'intérieur du S&P 500, mais ailleurs dans le monde, puis même aux États-Unis, plus spécifiquement dans les small caps. Alors ici, différents graphiques pour montrer que plus spécifiquement, le secteur de la consommation discrétionnaire, à plusieurs égards, paraît en tout cas mal placé en termes de bénéfices par action et de croissance des ventes pour le trimestre dont on est en train de clore là, la publication des résultats. Mais à fin mars, bon, on anticipait une contraction des earnings, donc des profits pour le secteur ici, consommation discrétionnaire de 30%, c'est la barre grise. Et là, il y a quelques jours à peine, on était rendu à moins 50%. D'un point de vue croissance des ventes, on est passé de 0 à moins 3. Donc, il y a une réalisation au fur et à mesure que les résultats sortent que c'est pire qu'anticipé. Donc, encore une fois, en termes d'attente, c'est pas un secteur qui fait relativement bien. Et puis après ça, ben, le chiffre lui-même est quand même très très important. Là. Moins 50% de croissance des profits, c'est très douloureux. Alors que c'est un secteur qui va bien en bourse, c'est le quatrième meilleur. Ici, ben, en termes de marge de profit, Q1 20 versus Q1 19. Q1 19 étant la barre grise, donc on est certainement plus bas. Pourcentage des compagnies qui ont sorti des profits en hausse, ben, c'est la barre verte ici, c'est le plus bas versus ses pairs. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? Le earning surprise, on est négatif. C'est le deuxième pire après le secteur financier. Le S&P 500 est positif 2,3 comme je disais plus tôt dans l'ensemble. Et ici, en termes de price earning, ben, c'est le secteur, encore une fois, consommation discrétionnaire à 36,6 qui a le ratio le plus élevé. Alors, c'est sûr que c'est inquiétant versus une moyenne 5 ans et 10 ans qui sont à 19,5 puis à 17,5. Si on regarde le S&P 500, oui, plus élevé que la moyenne, mais disons par un écart beaucoup plus faible. Alors, quand on parle du secteur en question, Amazon il compte pour beaucoup, c'est 24% du secteur. Home Depot est à 12, McDonald's est à 6,5, Nike est à 5,5, donc il y a une grande concentration, disons, dans ces noms-là.
Mais c'est important de le souligner. Puis après ça, en termes d'écart historique important versus les moyennes d'évaluation sur le ratio cours-bénéfice qui regarde par en avant, donc les 12 prochains mois, infotech, industriel, télécom et les matériaux aussi là, sont relativement au-dessus. Ici, un chart vraiment impressionnant que j'appelle un tsunami. C'est la vague de révision négative là, en termes de code de crédit. Très important. Donc, ce sont les lignes rouges ici. Le premier trimestre de l'année, presque 800. Regardez tous les autres trimestres des 10 années précédentes. Là. Donc, c'est plus du double. Q2, on est à moitié du mois de mai, donc à moitié du trimestre, puis on l'accote déjà. Alors, d'un côté, crédit, il faut le dire, il y a comme une pente ici. Maintenant, aussi, quand je parle d'émissions record de dette, forcément, ça ne peut pas être si favorable pour ta cote de crédit si tu augmentes en dollars absolus ton fardeau de la dette à un moment où, disons, où les perspectives économiques ne sont pas très réjouissantes. Maintenant, juste remettre encore une fois dans l'équation les interventions historiques, je dis historiques, là, de la Fed. C'est 5 fois plus important que ce qu'ils ont fait en 2008-2009. Ici, en termes d'évaluation boursière, je l'ai montré, un saut prodigieux, si on peut dire. Ensuite, en bas, je montre l'écart plus spécialement du Russell 2000, donc les small caps, versus le Russell 1000, à savoir où le Russell 2000 constitué dans une proportion plus significative d'immobilier, de banque, d'assurance. Il a vraiment goûté, même si en absolu son indice est frappé, en termes de multiples, ça a vraiment explosé. Donc l'écart entre les small caps et les large caps a littéralement quadruplé. Même perspective pour croissance, la ligne blanche versus value, donc valeur, donc les deux segments là, du S&P 500. L'écart entre les évaluations boursières des deux segments est montré dans le panneau du bas. En tout cas, c'était à zéro en sortant de la crise en 2009. On était à 2,3 en 2016 et depuis l'élection de Trump, finalement, là, il y a eu un engouement très certain pour tout ce qui est croissance et spécialement là, dans les 2 dernières années, l'écart est passé de 4 à 8 points, donc c'est un moins l'autre, donc 24 moins 16 en termes de ratio cours-bénéfice. Alors, j'ai déjà abordé quelques-uns de ces points-là. Comment qu'on peut se faire une tête sur ces conclusions-là. Comme je mentionne d'entrée de gamme, il y a plusieurs charts ici qui sont extrêmement négatifs quand on les regarde. Alors, je ne l'ai pas mis en graphique, mais plus de 30 millions d'emplois perdus aux États-Unis. C'est jamais vu. C'est autant d'emplois créés dans les 10 années précédentes. Alors ici, on parle d'une perte d'emploi très récente là, dans les 3 derniers mois, depuis ce fameux COVID et donc du lockdown. Maintenant, 85-90% de ces pertes d'emploi-là sont jugées temporaires, à savoir où si les lockdowns sont retirés, la vaste majorité de ces emplois-là sont perçus, en tout cas du moins revenir. Alors ça, c'est une donne très importante. C'est pas une récession, disons, construite sur une prémisse de défauts comme on a connu en 2008-2009, ou par exemple le consommateur américain qui croule sous
un subprime là, sous des dominos qui tombent un après les autres. Ensuite, maintenant, bon, ici je fais des références que c'est pas tant notre propre perception de tous ces aspects négatifs qui compte. Maintenant, c'est celui de la rue et ça ramène à des considérations, à savoir est-ce que peut-être ce que nous on perçoit présentement, est-ce que la rue a perçu il y a 2 mois de ça quand on était dans le creux et peut-être que nous on est finalement à force de regarder les médias seulement sur le tard, au courant de certains faits, de certains trends qui sont extrêmement négatifs. Et c'est tout le temps une considération à avoir. Et d'ailleurs, le positionnement de marché au mois de février était désastreux, à savoir où le pourcentage d'investisseurs qui étaient optimistes a frappé le zéro. Et on peut rappeler, là, en début d'année, on était dans le top décile, voire peut-être top 5e percentile d'optimisme. Et forcément, quand tu arrives d'un niveau où le négativisme est si important, ben, parfois il faut aussi réaliser que ça prend pas grand-chose pour que l'aiguille à la marge remonte, mais aussi que d'un niveau si négatif que ça, une nouvelle plus ou moins optimiste va avoir un effet beaucoup plus important qu'à l'habitude. Et il y a aussi probablement un rationnel qu'on peut se dire, c'est qui reste à vendre quand tout le monde est si bearish. Et s'il ne reste plus de monde à vendre, ben, ça peut être une perception qu'on a frappé un certain plancher. Donc c'est un concept contrarian, comme on dit en anglais. Et bon, c'est sûr, est-ce qu'il peut y avoir une deuxième vague? C'est sûr. Alors, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. C'est beaucoup de perceptions qu'on peut discuter par courriel ou au téléphone. Appelez-moi si ça vous intéresse. L'essentiel là, de ce petit vidéo, c'était de vous montrer les graphiques les plus importants. Dans l'ensemble, les vraies questions, c'est est-ce que c'est une bataille qu'on peut gagner en tant que société? Certainement, mais aussi il y a un certain alignement d'étoiles et certainement un alignement d'intérêt pour qu'on y arrive. Et est-ce qu'on a déjà vu à ce stade-ci une allocation de ressources de tous les paliers? La réponse est oui, et puis c'est phénoménal. Donc même le secteur corporatif met l'épaule à la roue, puis c'est pas juste le secteur disons, biotech, là, le grand pharmaceutique, incluant les laboratoires, la science, dans son grand ensemble, voire l'intelligence artificielle, mais aussi tous les aspects de logistique, aussi le manufacturier, qui collabore donc à trouver des moyens, à limiter les dommages, limiter la propagation, disons, améliorer là, la médiocrité de notre qualité de vie dans laquelle on est pogné en termes de lockdown, mais aussi mettre les bases sur une reprise en tout cas, plus gérable. Et encore une fois, si on se remet fin février, début mars, les craintes de la maladie ont rapidement migré vers une crainte de lockdown. Je veux dire, c'est un désastre épouvantable. Combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est une période sombre de notre civilisation qu'on va connaître pendant plusieurs trimestres, voire des années? Ben là, il semblerait forcément qu'on est en train de sortir de ça. Donc, c'est pas tant qu'on est tout vert, mais peut-être on peut rationaliser que la noirceur est davantage une teinte de gris, puis c'est cette teinte de gris-là, progressivement, qu'il faut gager. Est-ce qu'on s'en va vers du gris plus clair? Certainement, une conclusion à retenir de tout ça, ben, c'est que faut pas juste regarder le S&P 500 ni le Nasdaq là, qui est sur une envolée fantastique. Il y a des opportunités à beaucoup d'endroits.
Il y a beaucoup de segments du marché qui sont dévastés, les small cap, value. Regardez l'Europe, regardez la Corée du Sud, regardez la zone euro, le UK, l'Amérique latine, ici au Canada, ça bat de l'aile. Regardez le venture qui faisait des bas historiques. Alors, il y a énormément d'endroits où l'investisseur peut regarder, puis si en effet on pense qu'il y a une sortie de crise, ben, il y a d'autres opportunités que de tout simplement acheter le S&P 500. Puis comme j'ai dit il y a un petit moment, la journée d'hier à la bourse, le plus grand écart de surperformance relative du S&P 500 Equal Weight versus le S&P 500 Market Weight. Alors ça, ça peut pas être le meilleur exemple de ce que j'essayais de transmettre comme message dans ma note. Alors ça vient d'arriver, c'est pas plus tard qu'hier. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a des curveballs en termes d'année électorale aux États-Unis. Si Biden est élu, ben, un niveau fiscal plus élevé, là, il est anticipé que ça pourrait augmenter de 21 à 28%. C'est quand même significatif. Donc ça, c'est à garder en tête pour l'investisseur, en vous qui m'écoutez. Plus spécialement les secteurs manufacturiers et bancaires, qui par ailleurs ne sont pas des secteurs qui vont bien pour le moment. Ensuite, s'il y a moindrement là, des allègements fiscaux pour le secteur énergétique sous une présidence Trump, ben, sous une présidence Biden, je pense qu'il faut dire bye-bye à ça. Et je rappelle, consommation discrétionnaire du côté US, ben, il y a des fanions rouges. Tout ce qui est méga cap, même chose. Faut rappeler que quand tu es un méga cap, tu es probablement, mais non seulement probablement, là, mais si on parle d'Amazon, Apple, Google et ainsi de suite, Microsoft, tu es dans une position monopolistique, ce qui historiquement a toujours été enviable d'un point de vue rendement. Bon, maintenant, quand c'est le temps de mettre de l'argent dans les coffres du trésor, partout à travers le monde, pas juste aux États-Unis, mais on peut penser qu'une tendance récente d'aller chercher de l'argent auprès de ces entreprises-là, comme les États souverains européens ont fait puis tentent de faire encore d'une manière très active, ben ça c'est un trend qui va certainement demeurer. Et quand tu es le plus gros, ben tu as quand même une cible dans ton dos qui vient avec ça. Alors, c'est quelque chose que je rappelle ici. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a des tableaux très intéressants, comme je disais, que j'ai inclus sur des Warrens canadiens. J'en ai 38 ici, des Warrens américains. Si je regarde les Warrens américains, 11 de ces 38-là sont en hausse de plus de 25% dans le dernier mois. Alors, quand tu es dans un warrant, tu fais un rendement là, qui est accéléré sur celui de ton underlying. Donc, ça peut être très appréciable. Puis, il y en a certains où il semble y avoir de la valeur intéressante. Vous voyez, 6 des émetteurs américains de ces warrants-là ont un market cap de plus d'1 milliard. 12 d'entre elles, d'ailleurs, ont des options qui trade. Donc, il y a possiblement de l'arbitrage même à faire ici, mais néanmoins, s'il y a des options liquides qui trade dessus, il y a moyen d'aller chercher de l'information sur la volatilité implicite. Les débentures convertibles, ben, il y en a plusieurs, je pense, qui sont d'intérêt du côté canadien. Certainement, c'est pas. On ne parle pas ici de grande qualité de crédit. Et donc, forcément, il faut admettre qu'il y a une considération de risque d'équité. Mais pour l'investisseur qui est prêt à prendre ce risque-là, ça peut être très intéressant. Par exemple, là je les prends en ordre, mais Protect Home Medical, PTQ, Good Food, ticker FOD, qui c'est sorti récemment, ça, cette débenture-là, plutôt cette année. Premium Brands, il y en a quelques-unes sur le marché, mais ici je parle de la F. Triton Capital en dollars US, Inergex, la B.
Et je donne quelques métriques, quelques ratios d'un point de vue, des ratios donc de levier financier, mais aussi de croissance des ventes. Parce que débenture convertible, tu as un peu un mix entre les deux. Forcément, il y a un notional qui doit être payé à maturité, mais tu as aussi le potentiel de faire un gain appréciable si l'underlying surperforme. Du côté américain, j'augmente, disons, les paramètres parce qu'il y en avait trop. Alors, j'augmente la taille à 500 millions de dollars US. Il y a des noms très connus. Etsy, Chegg, Mercado Libre, qui est une société basée en Amérique latine, là, une espèce d'Amazon, Burlington Stores, Dick's Sporting Goods, Zillow, Southwest Airlines, Snap, Booking Holdings, EQT, Wayfair, Dish Network, Illumina, Square, Palo Alto Networks, Splunk, Wayfair, et ainsi de suite, Tesla, Twilio. C'est beaucoup de noms très connus ici. Encore une fois, je présente certaines façons de les évaluer. À vous de l'investiguer. Posez-moi des questions si vous voulez en savoir davantage. Mais j'offre un framework qui permet donc de les comparer une versus l'autre. Dans les prochaines publications, il y aura davantage de filtres, d'intérêt, tout ce qui est dividendes, des traits d'actualité par les temps qui courent, beaucoup de sociétés qui n'ont pas coupé leurs dividendes dans les 25 dernières années viennent de le faire. Certaines l'ont littéralement omis sans donner d'idée à quand est-ce qu'ils vont le réémettre. Il y a également des sociétés qui ont pu augmenter leurs dividendes dans l'histoire récente, là, dans les quelques derniers mois. Les earnings, les profits, beaucoup d'informations à aller chercher là. Et il y a des thèmes qui ressortent fort, comme les crypto-monnaies. Est-ce qu'il y a des opportunités d'investir dans des sociétés qui sont listées en bourse, dont la mission sociale est liée aux crypto-monnaies? Oui, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose que je vais présenter dans le prochain rapport. Et il y a d'autres thèmes comme ça qui sont très intéressants. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Vous pouvez également m'écrire à marketinfo@bcap.ca. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. À bientôt.